moi tout ce qui a été dit à travers donc une expérience concrète, locale. Tout d'abord, je me présente moi aussi rapidement, donc Alexandre Piètre, je suis donc aujourd'hui chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des études et du CNRS. Voilà, je suis le membre d'un des rares laboratoires de sociologie des religions en France. Et donc, je suis je me suis spécialisé au cours de mon parcours de recherche sur tout ce qui a trait aux faits religieux islamiques en France, c'est-à-dire tant ce qui concerne la religiosité, les religiosités islamiques, que ce qui concerne tout ce qui a trait justement à l'action collective des musulmans, à l'islam comme support finalement d'action collective, et tout ce qui a trait également à la gestion publique de l'islam, notamment la gestion publique locale de l'islam, qui est encore assez peu étudiée. Donc voilà, et moi aussi, en fait, dans mon parcours de recherche, ce sujet s'est imposé à moi, cet objet s'est imposé à moi. J'ai commencé mes enquêtes dans les quartiers d'habitat social, autour des enjeux relatifs à la rénovation urbaine ou à la requalification urbaine. Et donc, j'ai rencontré très tôt cette problématique. Donc voilà, hein, ça remonte à plus de 15 ans maintenant. Bien, donc voilà. Et alors le cas que je vais vous présenter est intéressant au double titre qu'a souligné Julien, c'est-à-dire à la fois le caractère difficile et improbable des mobilisations musulmanes, des engagements musulmans dans les quartiers populaires, et leur réalité, leur existence, et les effets aussi qu'ils peuvent, les résultats finalement politiques que ces mobilisations peuvent éventuellement obtenir. Alors, donc c'est un cas parmi d'autres. On pourrait évidemment ici en évoquer d'autres dans la discussion qu'on pourrait avoir ensuite. Mais ce qui est intéressant dans ce cas à Villeneuve-Saint-Georges, c'est que, en l'occurrence, c'est que donc en 2014, lors des élections municipales, eh bien c'est un des seuls endroits en France, il y a eu trois communes, et donc la seule en Île-de-France, où il y a eu une alliance au second tour entre la droite et le Front National. Donc et sur le papier, cette alliance devait gagner le second tour. C'était très clair. Et la mobilisation des musulmans, en particulier, la mobilisation électorale des musulmans entre le premier et le second tour a permis de renverser la tendance et de faire que la majorité sortante, issue qui était du Parti communiste, en fait, le Front de gauche, puis et la municipalité donc sortante a pu emporter la mairie d'un cheveu, vraiment d'un cheveu. Et ce qui est fait notable, donc dans les entretiens que j'ai fait avec les acteurs publics, donc les directeurs de cabinet essentiellement de la maire, cette réalité est parfaitement reconnue. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce aux dieux, à tous les dieux, et en particulier donc aux musulmans, qu'on a pu garder la municipalité, ce qui est quand même voilà, tout à fait notable. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Donc j'essaie de revenir à toute l'histoire de l'implantation, l'installation de la communauté musulmane sur la ville, ou plutôt plus exactement, donc de la création justement d'associations musulmanes et de lieux de culte, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces lieux de culte. Et là, c'est très intéressant parce que on a dans un même espace
donc dans un quartier près, un peu, donc Villeneuve-Saint-Georges, oui, pardon, il faut quand même le préciser, Villeneuve-Saint-Georges, c'est la commune la plus pauvre hein, du Val-de-Marne, avec plus de 100 nationalités différentes sur le territoire, et beaucoup de primo-arrivants également sur la commune. Donc voilà, avec aussi bien sûr des quartiers d'habitat social éligibles donc, à tous les dispositifs de la politique de la ville depuis longtemps. Et un centre ancien qui a été longtemps un centre ancien dégradé et qui donc a fait l'objet un petit peu d'une rénovation urbaine, mais disons que la présence, disons, immigrée et musulmane, et à la fois ancienne et en constant renouvellement, et c'est visible, y compris dans tout l'espace du centre-ville lui-même. Hein. Donc voilà, et donc près du centre, relativement près du centre, vous avez 3 mosquées qui se sont créées, donc qui sont voisines l'une de l'autre et qui se sont créées donc, dans l'espace d'une quinzaine d'années. Donc la première mosquée, et ça c'est caractéristique, elle a été créée en 1992 et comme la plupart des premières mosquées qui ont été établies, qui se sont ouvertes, c'est dû à l'initiative d'une personne au départ. C'est donc un peu les pionniers, et donc cela, en l'occurrence, il s'agit d'un retraité qui avait ouvert une auto-école et qui était bien installé donc dans la commune depuis longtemps, et qui au moment de sa retraite a voulu faire œuvre pieuse et a investi toutes ses économies dans l'achat d'un ancien local d'activité économique pour le transformer en mosquée. Et pour faire en sorte, que la mosquée puisse fonctionner, c'est-à-dire pour la gestion de la mosquée quotidienne, il a fait appel à qui? À la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Donc pour qu'il y ait un imam payé par la mairie qui puisse venir. Voilà. Et donc c'est là on a donc c'est la mosquée la plus importante de la ville. Ça a été la mosquée la plus importante du secteur pendant longtemps, puisque jusqu'à la création de la grande mosquée de Créteil, c'était la grande mosquée de tout ce coin-là, du sud, disons, du Val-de-Marne. Et donc, la seule chose, c'est que c'est toujours lui, là, il a un âge très vénérable, mais c'est toujours lui qui contrôle de A à Z tout ce qui se passe dans la mosquée. Et donc, l'association support, c'est une association de 1901, mais dedans, en fait, il n'y a personne. Il y a 4 personnes autour de lui, puis qui le secondent, disons, dans la gestion de la mosquée, et c'est tout. Donc, il y a une impossibilité d'en faire un lieu, d'un espace, donc de démocratie même interne, ce qui a trait simplement au fonctionnement de la mosquée lui-même. Et de ce fait-là, rapidement, dès 1996, une autre mosquée s'est créée, non loin de là, et c'était principalement porté par donc, des acteurs plus jeunes et qui voulaient en faire, donc qui voulaient faire de la mosquée donc un espace véritablement collectif et géré collectivement. Et donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit que donc les premières grandes mosquées souvent c'est donc des pionniers, des entrepreneurs en quelque sorte un peu précurseurs qui les ouvrent, et ensuite c'est des collectifs en fait qui ont ouvert des mosquées. Donc ça vous avez eu beaucoup de créations de mosquées en fait à la fin des années 90, au début des années 2000, qui ont été portées par des collectifs de fidèles. Et là, par contre, hors de question, justement, pour faire vivre quelque chose qui soit de l'ordre d'un collectif, donc là, l'association était... les membres de l'association, c'était de toutes les nationalités, hein. Il y avait donc les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, mais aussi des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, par exemple. Et
Donc ça, cela aussi c'est un point important, même si... que voulais-je dire et par ailleurs, oui, donc oui, ils tiennent à leur indépendance. Ces nouveaux, ces collectifs qui créent des mosquées, ils tiennent à leur indépendance. Ils ne veulent pas s'affilier à des grandes fédérations. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources pour pouvoir se légitimer? Parce que quand on fait appel à la fédération, à une grande fédération, on se légitime facilement vis-à-vis des pouvoirs publics, hein, puisque voilà, c'est l'islam, bon, l'islam, ce qu'on appelle l'islam consulaire, et donc ça apporte tout de suite une forme de ressources de légitimation, non seulement des ressources matérielles, mais aussi une ressource symbolique, hein, auprès des institutions, ce qui fait que pour la mairie, cette mosquée gérée par l'Algérie reste un interlocuteur très important, identifié comme étant un des représentants, en tout cas, importants de la communauté musulmane sur la ville. Et donc, qu'est-ce qui reste, par contre, à ces acteurs pour se légitimer? Eh bien, précisément, tout l'environnement social et institutionnel local. Et donc, il faut aller vers les autres, faire, par exemple, du dialogue interreligieux, faire... bien sûr, ça s'adresse à d'autres associations, mais aussi aux institutions. Alors, par exemple, il y a un hôpital à Villeneuve-Saint-Georges, et la mosquée a très tôt commencé à vouloir se légitimer justement auprès de cet hôpital, par exemple, pouvoir envoyer des aumôniers à l'hôpital, pouvoir faire des dons à cet hôpital, ou des choses comme ça. Et puis, bien sûr, la municipalité est un des principes, disons, c'était de s'ouvrir, hein, un des projets, pardon, de l'association, c'était de s'ouvrir sur la commune. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nom de cette association au départ, hein, qui a fondé donc cette mosquée, pardon, eh bien, elle s'appelait Solidarité et Progrès, c'est-à-dire que la dimension islamique de l'association, donc l'objet donc de gestion d'une mosquée, enfin, n'apparaissait pas dans le nom. Donc ça c'est voilà, ça c'est un point. Donc cette association existe toujours, même s'ils ont fondé depuis une association aussi cultuelle de loi 1905 pour gérer la mosquée. Donc voilà, donc dès 1996, une mosquée qui, elle, au contraire, est portée par un collectif avec l'ambition de s'inscrire dans l'espace social de la commune et d'être légitimée comme telle aussi par tout l'environnement social et institutionnel comme étant des acteurs de la ville au même titre que les autres. Mais c'est porter ce projet-là, alors c'était... Il faut se replacer aussi dans le contexte, à la fin des années 90, c'était justement tout le moment de l'affirmation d'un islam citoyen, on est pleinement citoyen parce que pleinement musulman, pleinement français parce que pleinement musulman, c'était un discours qui était très porteur à ce moment-là, et notamment avec la figure émergente de Tariq Ramadan, ou d'autres associations du type de cette association pionnière de ce point de vue-là, l'Union des jeunes musulmans à Lyon, par exemple. Donc voilà, vous avez, c'était né dans ce contexte. Mais alors, et puis vous avez un peu plus tardivement, dans les années 2000, une autre mosquée, toujours dans le même secteur. Hein, tout ça, elles sont à 800 mètres l'une de l'autre, hein, qui s'est créée. Et là, c'est significatif d'une autre évolution. Ce sont des acteurs qui sont à la fois comme ceux de la mosquée qui s'est ouverte en 1996, qui se sont dissociés de la première grande mosquée parce qu'ils ne pouvaient rien y faire, ils ne pouvaient rien y porter, ils ne pouvaient même pas faire de projet, par exemple, éducatif pour les enfants ou des choses comme ça. Et en même temps, issus d'une scission d'avec la seconde mosquée est créée en 1996, précisément parce qu'elle était trop politique. Parce que, voilà.
Et donc parce qu'elle voulait faire trop de choses avec les non-musulmans et pas suffisamment centrée sur l'organisation de la communauté elle-même ou la solidarité les solidarités, mais, voilà, intracommunautaires. Donc c'est voilà, et donc c'est une plus petite mosquée qui s'est ouverte, mais qui est très dynamique en fait, mais qui au départ d'ailleurs a été identifiée un peu par les renseignements généraux, la préfecture, comme étant une mosquée radicale. Et effectivement, c'est la mosquée où ceux qui sont salafistes, par exemple, préfèrent aller parce que elle est plus petite, elle est plus intime en quelque sorte, et puis c'est plus facile, par exemple, d'interpeller l'imam pour lui dire tu dis n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ce type de raison qui allait plus en quelque sorte, voilà, plus centré sur la question de la solidarité finalement intracommunautaire. Ça attire notamment plus aujourd'hui, hein, il faut le dire, les jeunes. Hein, les jeunes vont plus à cette mosquée-là, les jeunes des quartiers justement populaires, ils vont plus à cette mosquée-là, cette petite mosquée-là, qu'aux deux autres. Donc, et du coup, elle prend en fait, cette petite mosquée-là prend de plus en plus d'importance dans la ville. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder justement le rapport aux politiques de ces trois mosquées, qui est très différent. Mais toutes, elles développent un rapport aux politiques, c'est-à-dire un rapport à la fois aux institutions et à la façon d'agir vis-à-vis de ces institutions. Pour la première, ce retraité algérien, il dit qu'il n'y a pas de politique à la mosquée. Ah, surtout pas de politique à la mosquée. Rien, oh, jamais, vraiment, il est comme ça, il est très drôle. Et en fait, lui, il en fait, mais beaucoup. Il fait beaucoup de politique, c'est-à-dire qu'il soutient très clairement la municipalité, la maire, et il fait sur les tracts électoraux du Front de gauche ou du Parti communiste, et il intervient sur ces tracts électoraux pour appeler les musulmans à voter directement pour le candidat qu'il soutient. Donc voilà, lui, il en fait très clairement. Et dans son discours, il raconte toute son histoire, et donc il est très critique avec les anciennes municipalités de droite. Alors, parce que oui, j'ai oublié de préciser que Villeneuve-Saint-Georges est une ancienne municipalité de ce qu'on appelait la banlieue rouge, et que le Parti communiste l'avait perdue en 1983. Et qu'elle a été reconquise, c'est une des rares municipalités à avoir été reconquise dès 2008, et en fait, les mobilisations musulmanes ne sont pas du tout étrangères à ça, 2014 n'étant que l'ultime révélation, d'autant que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, il y a eu cinq candidats musulmans se revendiquant comme tels qui ont été élus sur la liste de la majorité municipale en 2014. Alors, et donc ça c'est premier point, voilà, ça c'est ce rapport aux politiques qui est développé, donc qui est uniquement par un seul acteur, mais qui est quand même tout à fait réel. Pour la seconde mosquée, très clairement, eux, ils ont le projet notamment de celui qui a été le recteur pendant longtemps de cette mosquée, c'était d'animer une mobilisation collective à partir de la mosquée, de façon à apporter des revendications et de façon à être à la fois entendue, mais aussi être partie prenante de la majorité municipale, de la gauche, hein, de tisser des alliances avec la gauche, jusqu'à revendiquer quelque chose qui soit de l'ordre d'une gauche islamique. Donc cela s'est fait notamment autour d'une association créée depuis cette mosquée qui s'appelait Respect Conscience Musulmane, et dont
la devise était du bout de la rue jusqu'au bout du monde. Notre mission est la même que du temps du prophète. J'ai oublié zut. Notre mission est la même que du temps du prophète. Combattre l'injustice par tous les moyens nécessaires, quelque chose comme ça. Pardon. Non, vous la retrouverez dans le bouquin. Enfin bref. Donc, donc cette... alors, ce qui est intéressant, c'est que cette mobilisation collective s'est faite donc à travers, si vous voulez, la participation religieuse à la mosquée, mais donc elle a pris la forme à la fois donc du dialogue interreligieux, des maraudes auprès notamment des Roms. Il y a beaucoup de Roms sur cette ville, dans des espèces de camps de Roms, donc ils font beaucoup de maraudes dans les camps de Roms. Ils le font en collaboration par exemple avec le Secours catholique, mais aussi donc des mobilisations, la mosquée sert aussi donc à porter des luttes, des combats, des revendications, par exemple, à la fois donc autour de la question par exemple de la Palestine, mais aussi tout ce qui a trait à tout ce qui a trait aux enjeux écologiques. Alors, je vais un peu vite. Bien sûr, la Palestine, la lutte contre les discriminations à l'encontre des musulmans et tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'écologie intérieure, hein, dans les mouvements religieux qui portent aussi sur la question, qui s'intéressent à la question écologique. Et donc, voilà, vous avez pas mal de conférences à la mosquée autour de ces enjeux-là. Avec une association, par exemple, comme l'association, la Sitcom, hein, qui est l'association de défense des consommateurs musulmans. Donc voilà. Alors, par contre, ce qui est intéressant, donc autant il se fait des choses dans la mosquée, mais donc à l'extérieur, quand il s'agit donc on ne présente pas donc les conférences dans la mosquée comme étant des conférences directement politiques. On essaie de, voilà, on organise par exemple une journée de solidarité, d'action de solidarité, etc. On ne présente pas ça directement comme un enjeu de mobilisation des musulmans. Et quand il s'agit de se présenter aux élections municipales, les acteurs n'apparaissent pas officiellement comme ne se présentent pas comme étant des candidats des musulmans. Il est marqué responsable d'associations culturelles, par exemple, et c'est pas plus. Vous voyez, on ne mentionne absolument pas le fait que le candidat en question est un responsable d'une mosquée. Pas du tout. Donc ça, c'est intéressant de voir comment finalement cette mosquée qui est la plus mobilisée, qui a plus contribué justement à faire en sorte que il y ait une mobilisation électorale qui permette le retour à la fois de la gauche en 2008 et son victoire contre le Front National et l'Alliance pour le Front National, eh bien, elle s'est faite en fait de façon relativement discrète, cachée. Et donc, le recteur, en l'occurrence, il a eu cette phrase tout à fait parlante, et il disait que les autres mosquées, elles essayent de se rendre visibles, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on tisse notre toile, c'est dans l'ombre qu'on tisse notre toile. Donc voilà, et c'est parce que, et ça c'est lié au fait, parce que s'il se présentait publiquement directement comme un responsable associatif musulman, etc.,
il n'y serait jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il ne serait jamais parvenu à faire une alliance avec la gauche locale. Jamais. Donc il a... voilà. Et pour la dernière mosquée, le fait qu'elle soit plus en position, en quelque sorte, de retrait du politique ne veut pas dire du tout qu'elle n'a pas, qu'elle n'a aucun contact ou aucun lien avec l'environnement social et institutionnel, pas du tout. Et ça ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas le lieu possible, ou le vecteur possible, le support possible de mobilisation. Et donc, du fait qu'elle était perçue au départ comme radicale, elle a été approchée, en fait, par les institutions. Et ces petites mosquées, donc par exemple pour pouvoir faire les cours, c'est la seule mosquée qui organise ses cours donc d'arabe et donc aussi de religion, mais ça on ne dit pas, il ne faut pas le dire, donc dans des locaux de la municipalité. Alors ce qui est aussi une façon, c'est un double tranchant, puisque évidemment c'est une façon de les contrôler aussi. Hein. Et puis voilà, ils ont demandé un logement pour leur imam. Bon, ils l'ont pas eu, surtout que c'est voilà, bon, l'imam actuel est un imam réfugié d'Égypte, hein, un réfugié qui n'a pas eu le droit d'asile d'ailleurs. Bon, bref. Voilà, donc ça, et puis au moment justement des élections 2014, eh bien, eux aussi, ils se sont mobilisés, eux aussi, ils sont allés au dernier meeting, ils ont contribué en fait aussi à la mobilisation. Donc voilà, donc ça c'est pour le tableau général. Et donc, ce que je voulais maintenant ajouter, c'est de me concentrer un petit peu justement sur cette mobilisation à la fois improbable et paradoxale de la seconde mosquée, qui a fait qu'elle est aujourd'hui, enfin, que les acteurs de cette seconde mosquée sont partie prenante de la municipalité actuelle. Mais en s'affirmant comme musulmans à l'intérieur de cette majorité. Alors ça ne se joue pas publiquement, véritablement, mais ça se joue en interne dans la municipalité. Et donc ils ont formé un petit groupe d'élus musulmans qui s'appelle... alors, l'un de ses membres, donc le recteur, est aussi membre d'Ensemble au Front de Gauche, après avoir beaucoup papillonné, a été dans beaucoup d'organisations, y compris donc, le CRI, le mouvement des indigènes de la République, toute une série de forces citoyennes populaires. Enfin, il a fait toutes ces expériences, il a été dans toutes ces expériences. Donc ce petit groupe, il s'est baptisé Continuons ensemble. Alors il se réunit à la mosquée hein, pour élaborer ces stratégies. Et donc la principale revendication qu'il porte, et ça c'est intéressant, c'est la végétarisation des cantines scolaires. Et c'est un point qui cristallise en fait localement, c'est ce point-là qui cristallise le conflit entre, disons, les musulmans engagés et la municipalité de laquelle ils sont partie prenante par ailleurs, hein, ou avec laquelle ils sont alliés. Mais c'est ce point-là qui cristallise, disons, la conflictualité avec la gauche classique. On dit, on ne sait pas, la gauche blanche. C'est... Pardon ? La gauche laïque. Aussi. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est la revendication qu'il porte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que contrairement,
ce cas-là, cet exemple-là, et en 2014 est aussi une exception. Il est une exception, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez beaucoup de municipalités de gauche qui sont tombées à cause des musulmans qui se sont alliés, enfin des musulmans ou d'acteurs, des jeunes de quartiers populaires mobilisés depuis de nombreuses années, qui se sont alliés à ce moment-là avec la droite locale pour faire tomber la gauche. Voilà. Alors, vous avez les Juifs, vous avez le Blanc-Ménil, vous avez Bobigny, vous avez mais vraiment énormément d'endroits qui montrent ce basculement. Et donc ça va à contre-courant, ce qui s'est passé là. Vous voyez? Mais alors que dans la campagne électorale, vous avez eu aussi une tentation des musulmans. Donc de cette seconde mosquée, vous avez eu un conflit même à l'intérieur de cette seconde mosquée, de s'allier avec la droite. Pour voilà. Et finalement, donc c'est pas aller au bout de enfin, il y avait sur la question justement des repas végétariens, c'était la principale revendication. Il fallait avoir une liste dissidente, une liste disons citoyenne qui devait se créer, et le principal acteur a jeté l'éponge. Il était dans une conflictualité importante vis-à-vis de la municipalité actuelle, mais sans là aussi finalement mettre en avant l'islam. Il disait avant tout qu'il n'était pas respectueux, qu'ils étaient des staliniens finalement, etc. Ce genre de reproches, et en se retirant, il a dit: j'appelle à voter pour la droite. Et c'est à ce moment-là donc que les autres acteurs de la seconde mosquée qui n'étaient pas d'accord avec cette stratégie ont avancé en quelque sorte leur pion et ont commencé à revendiquer, à se revendiquer un peu comme tel, notamment auprès de la communauté. Donc il y a eu un texte d'ailleurs qui a circulé sur le site Safir News, et donc voilà, ils ont réussi, disons, à porter cette revendication et cette conflictualité dans le cadre d'une alliance, et non pas dans le cadre d'une opposition frontale avec la gauche. Voilà. Tout le souci, c'est que une fois donc arrivé dans la majorité, à la municipalité, ils ont porté plus fortement encore cette revendication en son sein, et on leur a opposé que c'était une revendication communautariste, et là on a commencé à les menacer, par exemple, de retirer une subvention à un des acteurs qui tenait en même temps un club de boxe depuis des années, et on a menacé de retirer ces subventions. Et donc ils sont toujours aujourd'hui dans une stratégie de conflit interne avec la majorité municipale. Ils ne se sentent pas respectés, par exemple. Au moment des détails, hein, mais des événements donc un peu officiels, etc. Il n'y a que de l'alcool. Il n'y a pas de jus de fruits ou des choses comme ça on leur fait, qui seraient les bienvenus, par exemple, vous voyez. Donc voilà, ce genre de petites choses qui mettent en avant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment aussi le fait qu'il s'affirme un tout petit peu, hein, comme musulman à l'intérieur de la majorité municipale, suscite tout de suite des formes de réaction viscérales. Et donc vous avez notamment ces petits moments qui en disent très long, hein, où pendant la réunion du groupe des élus du front de gauche, de la majorité municipale, ils avancent
cette revendication et qui est ah non, c'est une revendication communautariste et puis c'est pas bien de priver les enfants du goût de la viande ou des choses comme ça. Et donc là, une des élus qui se voile de façon intermittente, qui ne se voile pas tout le temps et qui souvent porte simplement un petit voile en fait. Et là, elle a mis, dit-elle, j'avais mal à la tête, j'ai mis mon écharpe sur ma tête, et là, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi, et c'est comme si j'avais mis une bombe sur la tête. Voilà. Donc, vous voyez l'ambiance qui peut y avoir. Donc, et là, pour le coup, ces expériences-là, parce que c'est des militants locaux qui n'étaient pas très politisés, qui sont au départ, qui se sont agrégés, disons, qui ont été contactés, on les avait repérés parce qu'ils étaient des responsables associatifs, sont devenus autour donc bien sûr de ce recteur, mais et dans le cadre de ces interactions avec les autres acteurs de la majorité municipale, deux fervents, disons, militants. Et donc voilà. Donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est cette revendication, pour rebondir sur est-ce que c'est une revendication communautariste ou communautaire. Alors, très intéressant aussi, c'est le discours qui est avancé pour défendre cette revendication de végétarisation des cantines scolaires. C'est l'idée de dire que la laïcité ne doit pas reposer sur les épaules des élèves, on ne doit pas avoir à se déclarer comme musulman ou comme juif pour avoir un repas de substitution, mais la laïcité doit être dans l'assiette. Et c'est avant tout aussi donc c'est une exigence aussi pour que les enfants aient de véritables repas équilibrés. Ce qu'on leur reproche, c'est que les enfants, dans la mesure où ils mangent halal chez eux, eh bien ils ne prennent pas de viande du tout. D'accord ? C'est pas que la question n'est pas est-ce que c'est du porc ou est-ce que c'est pas du porc. Ils ne prennent pas de viande du tout. Et donc il faut qu'il y ait des repas équilibrés pour tout le monde. Et ça passe par donc la proposition au moins de la possibilité de choisir entre un plat végétarien et un plat non végétarien, au moins. Donc voilà. Et pour porter cette revendication, ils mettent aussi en avant des enjeux écologiques. Les enjeux écologiques, donc c'est donc pour à la fois donc pour de santé publique, hein, de santé, c'est pour mieux se nourrir, de façon manger moins de viande, d'aliments carnés, et c'est pour donc protéger aussi la planète, consommer moins de viande, produire et consommer moins de viande pour protéger mieux la planète. Hein. Sachant que dans cette écologie intérieure, ça va loin aussi d'un point de vue spirituel, on peut aussi peut-être en dire un mot, ça pourrait être rigolo. C'est que, par exemple, hein, pour un des... Nadim Godban, qui dit que, par exemple, le sacrifice, pour le sacrifice de l'Aïd, il ne faut pas, on n'a plus aujourd'hui à devoir tuer un mouton, ça n'a plus de sens. Ce qui compte, c'est dans le sacrifice, le sens véritable du sacrifice, c'est le sacrifice du moi. Hein, c'est Abraham qui s'est soumis à Dieu et jusqu'à sacrifier son fils, c'est-à-dire sa chair, ce qu'il avait eu tant de mal à avoir, le pauvre. Voilà, donc c'est ça qui est en jeu, et donc ça n'a plus de sens aujourd'hui de sacrifier le mouton. Autant on fait un acte plus musulman, plus pieux, en mangeant le jour de l'Aïd végétarien. Vous voyez ? Donc, sans condamner par ailleurs la pratique en tant que telle, c'est bien une pratique qui a sa légitimité historique et religieuse, mais c'est ce qui est le sens du sacrifice, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ça n'a plus de sens par rapport à ce sacrifice. C'est son point de vue, exactement. Je défends le point de vue. Mais c'est intéressant parce qu'il a été porté au sein de la mosquée, hein, et donc ça a été discuté, etc. Donc on voit bien en quoi ici, là, se rencontrent des enjeux à la fois d'affirmation religieuse
et d'affirmation politique. Ça me paraît intéressant. Alors, le dernier point, cette revendication, ils ont pris soin de faire en sorte qu'elle ne soit pas portée que par des acteurs musulmans. Alors non seulement, bien sûr, ça concerne également les juifs qui sont présents aussi dans la ville, mais ça concerne aussi les bouddhistes qui sont présents aussi dans la ville, et les végétariens qui existent par ailleurs. Et donc, voilà. Et ils se sont aussi, ils ont capitalisé sur toute la relation qu'ils avaient avec l'hôpital, et ils ont pu faire intervenir sur cet enjeu, cette revendication, dans des réunions publiques, hein, en tant qu'élu municipal, le diététicien de l'hôpital, le médecin venant expliquer tous les bénéfices de une végétarisation des cantines scolaires. Donc voilà, voilà pour vous dire en quoi vraiment ces acteurs ne portent pas une revendication communautaire, et leur souci, c'est d'apporter une véritable contribution à la fois de revendiquer l'égalité, de revendiquer aussi la pluralité, et le souci aussi de montrer que cette contribution islamique, c'est une contribution pour tous, et non pas centrée sur des enjeux strictement communautaires. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Bravo.